Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. Merci d'être fidèles. L'invité du jour est d'origine camerounaise, il est sociologue, comparatiste, diplômé de l'Université du Michigan. Il a été aussi professeur, ou il est toujours professeur dans l'Université du Wisconsin, Il nous a fait l'honneur de nous venir à Télésud pour nous présenter son premier roman, mais il est aussi l'auteur d'ouvrages comme par exemple La question homosexuelle en Afrique, qui est sorti en 2006, ou alors Sida et homosexualité en Afrique, sorti en 2009. Charles Guebogo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir d'honorer notre invitation. C'est votre premier roman. Il y a eu des essais auparavant. Il vient de sortir. Il s'intitule Cacophonie des voix d'ici. Ici, avec un I majuscule qui correspond à un pays du continent africain. C'est aux éditions Le Lys Bleu. Eh bien, regardons tout de suite, ouvrons le premier chapitre de l'émission au fil des pages. Charles Guebogo, alors Cacophonie des voix d'ici. Ici, I majuscule. D'après vous, c'est quel pays du continent africain? Alors, c'est un pays dont on peut se réapproprier. C'est un pays en Afrique subsaharienne. C'est un pays d'ici, de là-bas, de chez nous. Et c'est un pays qui vous décrit différents aspects sociopolitiques et même historiques et même culturels que le lecteur pourrait reconnaître. C'est pourquoi j'ai choisi que ce soit un pays imaginaire, parce que je ne voudrais pas le limiter à une seule zone. C'est vrai que je parle de la géographie de l'Afrique, mais je voulais que l'on puisse se reconnaître parce qu'il s'agit d'une critique qui va au-delà d'un seul espace géographique. Alors, sans dévoiler, mais moi j'avais imaginé, je me suis dit, tiens, il y a ce nombre 33 qui revient, vous parlez de ces 33 années de pouvoir d'un président qui s'appelle Atangana. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il ne parle pas du président camerounais Paul Biya? Est-ce que je ne parle pas du président camerounais Paul Biya? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça pourrait être lui, mais ça pourrait être un autre président. Toujours est-il que je parle d'une institution, je ne parle pas d'un individu. Et je parle d'une institution qui perdure, une institution qui s'inscrit sur le temps et sur le tard, et je parle d'une sorte d'obsolescence d'un système. Et ce système est représenté par un individu. Parce qu'en fait, toute l'histoire, bien qu'elle soit politico-amoureuse et tout ce qu'on voudra, est une histoire, et c'est une allégorie. Donc, Atangana, c'est la représentation d'une institution qui dure, qui est verrouillée, qui n'essaye pas de se transformer, qui n'essaye pas de se normaliser, de se renouveler, quoique on annonce quelques renouveaux. Donc c'est une institution en quête d'elle-même, mais qui peut-être finira par imploser, ou alors qui peut-être nous permettra de comprendre le pourquoi du comment des situations actuelles. Au Cameroun, on parle par exemple de la question dite anglophone. Ce décor que je décris nous permet justement de mieux comprendre cette situation. Donc, je ne parle pas de l'individu, je ne le connais pas. Personnellement, enfin, je le connais, il est président, c'est une autorité, il faut la respecter, c'est ce que je fais, mais c'est le seul président que j'ai connu. Est-ce que c'est de lui que je parle de manière inconsciente? Je laisse le soin au lecteur de découvrir. Alors j'ai même pensé aussi au président congolais Brazzaville, enfin Denis Sassou Nguesso, mais bon, ils vont découvrir les auteurs, enfin les lecteurs, et je pense qu'ils vont faire leur propre choix, état de lieu, voilà. Alors présentez-nous les personnages. Il y a énormément de personnages qui interviennent dans votre roman Cacophonie des voix d'ici. Alors il y a Bitomo, il y a Alompo. Aïda, et bien sûr ce fameux président, vous dites Nkrumah président. Atangana. Alors, présentez-nous Bitomo d'abord. Alors, Bitomo, c'est un jeune qui a 33 ans. Ah ben tiens, on est dans le 33. Il a 33 ans et c'est le fils d'Aïda. Et il a une formation scolaire géniale. Il a été formé aux États-Unis et puis il est retourné... Oh tiens, comme moi, mais j'ai bien plus de 33 ans, je vous rassure, j'ai 40 ans moins 1. Bon, donc, mais voilà, il a été formé, il est brillant, il a des compétences, il est retourné au pays suite au décès de son père et il essaie de reprendre l'activité familiale. Sa mère est dans l'avocature. Sa mère qui est
Aïda, qui est une femme forte, Oui. une femme qui a été mariée, son mari est décédé, elle s'est occupée toute seule de la charge de son enfant Bitomo et elle continue de s'en occuper. Elle est donc avocate et ce n'est pas un hasard si elle s'appelle Aïda. Je me suis inspiré d'un opéra qui porte le même nom, Oui. Aïda. Et, C'est Verdi je crois que c'est Verdi. Oui. Yeah. Oui. Voilà. Et donc, elle est une femme influente. Elle est dans la bourgeoisie locale, mais vraiment la haute bourgeoisie. Oui. Elle ne manque absolument de rien. Mais tiens donc, elle a en elle une sorte de rage, une rancœur qui tient depuis 33 ans. L'âge de son fils, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Et en passant Bitomo, parce que là on fait un peu une sorte d'onomastique des personnages, les noms ne sont pas un hasard. Bitomo, dans une langue locale camerounaise, signifie les palabres. Les palabres. Et quand on voit dans sa psychologie, il est vraiment très palabreux, on va dire comme ça. Et Aïda, elle est cette femme forte dont je parle, mais c'est une femme qui combat. Et ce qui la maintient en vie jusqu'à présent, c'est son fils, mais c'est aussi cette rage qu'elle a contre quelqu'un qui l'a délaissé. Et puis Alompo, c'est le personnage principal. Il se trouve qu'il est allé en Occident pour se chercher, comme on dit, parce que ne pouvant pas trouver un emploi, ne pouvant pas se faire en Afrique, il est allé voir sous d'autres cieux si l'herbe y était plus verte. Et il y a réussi brillamment. Il est aussi avocat, tiens donc. Il est marié aux États-Unis, il a 2 enfants, mais il a coupé les ponts avec son pays d'origine ici pendant 33 ans. Encore, ce nombre 33. Ça a commencé à bien faire, mais maintenant, son nom aussi est un nom composé. Alompo ne veut rien dire, parce que quand on regarde la généalogie, on ne comprend pas. Mais est-ce que je ne suis pas en train de parler de nos pays africains qui ont des noms parfois impossibles, mais qui leur ont été donnés par la colonisation? Vous avez parlé du président Paul Biya qui est du Cameroun. Le Cameroun, l'origine du nom Cameroun, c'est Camarouche, qui signifie crevette et qui vient de l'exploration des Portugais. Vous avez même toute l'Afrique. Ifriqiya, c'était avant la Tunisie seulement. Donc, c'est ces inventions-là que j'ai essayé de personnifier en la personne d'Alompo. Et puis, on a l'institution qui est Atangna, qui est aussi une sorte de kunkuma, c'est une manière de désigner le chef, comme on dirait son excellence en français. Et mais est-ce que ce sont des langues bantoues? Ce sont des langues bantoues. Parce que vous défendez absolument, on sent que vous êtes fier de cette langue bantoue. Oui, et j'ai essayé de la franciser, un peu comme a fait... j'oublie il m'a beaucoup inspiré, Amadou Kourouma, voilà. J'ai essayé d'apporter cette... lui, il a malinquisé, comme qui dirait, le français. Et moi, j'ai essayé de bantouiser, si je peux m'exprimer ainsi, le français, parce que je pense que nos langues sont riches et qu'il y a des manières de dire des choses qui sont tellement lyriques, qui ont une poésie, qui ont une force qu'on ne pourrait pas exprimer tout simplement dans le français standard, mais qu'il faut bien comprendre que c'est explicable, donc c'est compréhensible. Donc voilà la présentation des personnages. Alors, ce que j'aime bien dans votre titre, c'est vrai, vous dites cacophonie des voix. Oui. Et c'est vrai que votre livre, parfois, c'est difficile parce qu'on se réveille. À un moment, on se dit, mais attends, est-ce qu'on est dans le monde réel ou est-ce qu'on est dans le monde imaginaire? À un moment, il y a cette apparition d'aigle, on se dit, mais... Et c'est difficile, à un moment, on se dit, mais où suis-je? Où suis-je? Et c'est Il la y a plein de voix qui apparaissent. Donc et c'est la question. C'est la question de fond. Où sommes-nous? Ces voix qu'on entend, elles sont des voix d'où? Sont-ce les voix de nos cultures? Sont-ce les voix de l'Occident? Sont-ce les voix de nos idéologies qu'on forge? Panafricanisme, socialisme, communisme, quand on voit comment les pays africains ont été conçus, ont été fabriqués ou préfabriqués, c'est l'ensemble de ces voix qui se rencontrent et qui forment une sorte de cacophonie. Mais une fois qu'on a qu'on a déplié, la cacophonie devient musicale. Et c'est pourquoi la fin, justement, est une rencontre qui
dit que ça peut se chanter. Et c'est une manière pour moi de dire qu'on peut vivre ensemble, quoi qu'on ait des voix divergentes, on peut vivre ensemble, quoi qu'on ait des idéologies divergentes, et ensemble on peut former quelque chose. Au départ, ça peut sembler cacophone, je me permets le néologisme, mais à l'arrivée, on est en harmonie, et c'est une harmonie parfaite. Charles Guébogo, j'ai l'impression que votre roman, comme vous le définissez, c'est plutôt un pamphlet parce que vous dénoncez énormément de thématiques. La corruption, le népotisme, l'impunité. Oui. Et non seulement, je parle aussi même des sexualités, Oui, de la l'inceste, sexualité, oui. toutes ces formes Oui. d'obsolescence qu'on observe dans certaines sociétés africaines. Je ne dirais pas que c'est un pamphlet. Je me suis inspiré des gachacha, au Rwanda. Et justement, c'est une justice communautaire qui est une première étape dans la guérison. Il faut pouvoir se pardonner. Et pour pouvoir se pardonner, il faut parler de ce qui ne va pas. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. Il faut les mettre littéralement à nu. Et c'est pourquoi ça peut sembler violent. C'est pourquoi ça peut sembler un pamphlet contre. Mais c'est plutôt un argument pour. Une fois qu'on a posé l'état de lieu, une fois qu'on a dit à Tangana must go, qu'il doit partir, une fois qu'on a décrié le système, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, il faut qu'on commence une réflexion. Une fois qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on apporte? Mais encore, qu'est-ce qu'on laisse à nos générations? Et c'est pourquoi, justement, vous allez voir, entre autres, la couverture, justement, c'est le visage de cet enfant. Parce que, au-delà de la critique, je pense qu'il faut apporter quelque chose pour cette Afrique qui n'est pas un monolithe. Et c'est pourquoi aussi, il ne faudrait pas voir tout mon exposé comme une vision afro-pessimiste de l'Afrique. Tout va mal, l'Afrique des guerres, on ne peut rien y faire. Non, c'est une manière de poser un état de lieu et une formation de sociologue, justement. Je ne suis pas juge de la société, je ne suis pas médecin de la société, mais je fais un jugement de faits. Et les faits que j'ai choisis sont ciblés de 82 à 2015. Et il faut qu'on en parle. Une fois qu'on en a parlé, je suggère qu'on aille au-delà et on commence, mais il faut bien commencer quelque part. Quand vous parlez justement à l'instant de cette jeunesse, c'est vrai qu'il y a des noms que vous avez donnés particulièrement à ces jeunes. Par exemple, ils ont des noms un peu de conflit. Alors, les jeunes filles, il y a un jeune qui s'appelle Chibok, petit Aleppo, Lampedusa. Il y a aussi, j'ai vu Benghazi. Pour quelle raison? La raison, c'est... Alors, le roman s'ouvre dans un camp de réfugiés. Et puis, on a un griot qui joue, qui chante, et il est entouré de ces personnes. Et d'ailleurs, c'est Bitomo qui est totalement subjugué par ce griot. Exactement. Ouais. Et du début jusqu'à la fin, il y a des voix qui interviennent qui ne sont pas identifiées. Et c'est seulement à la fin qu'ils ont des noms bizarres. Shiboka, Lampedusa, Benghazi, Rohingya. Et c'était justement une manière pour moi, et c'est de ça dont je parlais, à savoir, qu'est-ce qu'on laisse à ces enfants? Qu'est-ce qu'on laisse aux filles Chibok? Qu'est-ce qu'on laisse aux personnes qui sont victimes des immigrations clandestines? Au-delà des politiques dont on pourrait se réclamer ou qu'on pourrait avoir, après avoir versé la larme, hypocrite ou réelle, qu'importe, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pourquoi ils ont ces noms, et c'est pourquoi ces noms apparaissent à la fin pour dire qu'en fait, c'est d'eux qu'il s'agit depuis le début. Et ce sont eux qui posent ces questions, qui sont des formes de relance. Mais c'est quoi la politique? Il y a une jeune fille qui n'arrête pas de demander « Mais c'est quoi la politique, au fait ?» Quelqu'un lui dit la politique, c'est le derrière, ensuite c'est le phallus. » Mais ils sont perdus parce que, en fait, c'est quoi la politique? Est-ce que c'est l'exploitation? Comment je définis la politique aux jeunes qui veulent comprendre ce qui se passe dans la société? Mais on va le prendre simplement, la politique, c'est la gestion de la cité. Et c'est de ça c'est le rôle justement que joue le griot, pour leur raconter leur histoire, une histoire qui vient de vous, qui vient du milieu de vous, votre histoire que vous êtes censé porter au-delà, que vous êtes censé, vous savez, perpétrer. Parce que autrement, si vous ne racontez pas votre histoire, si vous laissez le soin aux autres de vous dire votre histoire, ben ils la diront comme ils voudront la dire, ils la diront comme ils vont la sentir. Mais là, quand c'est la vôtre, il ne s'agit pas de la maquiller, vous saurez comment dire. Et c'est pourquoi à la fin, justement, Emeritus, qui est donc le jeune garçon qui vient de passer par le rite de circoncision, qui pense qu'il est homme, il comprend les choses des adultes.
Et il a cette témérité parce que justement, c'est ça notre jeunesse africaine. Elle n'est pas perdue, contrairement à ce qu'on pense, mais il faut qu'on l'éclaire. Il faut qu'on lui apporte son histoire. Il faut qu'on la lui dise, qu'on la lui raconte et qu'on la laisse, cette jeunesse, se réapproprier de cette histoire et pour en faire quelque chose de beau qui ne sera plus une cacophonie, mais qui sera une harmonie, mais une harmonie plurielle. Donc en fin de compte, vous êtes en train de donner un message à un dirigeant particulier? Je suis en train de donner un message. Je suis en train de parler d'une institution, je suis en train de parler d'un état de lieu qui, qu'on le veuille ou non, finira par imploser. Mais puisque vous revenez sur le cas du Cameroun, on peut dire que Cacophonie des voix d'ici, c'est un décor qui est posé pour mieux comprendre tous les fléaux ou toutes les situations difficiles qu'on y vit, notamment la question dite anglophone, que je n'ai pas abordée, oui. mais Sauf un personnage qui a un accent anglais, donc on comprend, je dis tiens, allez hop, on va vers le Cameroun. Exactement, parce que le Cameroun est officiellement bilingue, on parle le français et l'anglais, mais quelque part je dis, mais les Camerounais, mais les gens d'ici ne le sont pas. Vous parlez aussi des gens de là-haut. Alors, est-ce que c'est les ancêtres, les aïeux qui sont morts? Est-ce que vous parlez... Et les gens de là-haut, c'est en fait l'Occident. Les gens de là-haut, c'est... Je n'avais pas compris. Là-haut, c'est l'Occident. Là-haut, c'est l'ensemble des influences non, entre guillemets, africaines, avec lesquelles il faut composer. Et c'est pourquoi, à Lompo, une fois qu'il va aux États-Unis, il arrive à faire un échange. Et je parle des échanges bilatéraux entre pays. Okay. Je parle des différents accords qu'on fait. En fait, parce que c'est une allégorie. À Lompo, c'est 60 ans ou 56 ans après les indépendances d'un continent. Aïda, c'est un peu cette génération-là. Le président Koukouma, c'est les héritiers de cette colonisation. Bitomo, c'est la génération dite post-coloniale. Et c'est de cette Afrique-là dont je parle, qui ne peut plus être une Afrique dite authentique, rester repliée sur elle-même. On a le devoir d'aller vers l'autre, on a le devoir de l'altérité, si je puis m'exprimer ainsi, mais dans l'altérité, ça doit être un rendez-vous gagnant. Gagnant. Ça doit être un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pourquoi, à un moment, on décide de repartir sur ces terres pour soi-disant visiter, mais après voilà. Mais comment se négocie ce retour? Et c'est cette difficulté-là aussi que je mets en lumière. Il suffit pas de se lever, c'est trop facile de se lever et de dire bon, je retourne en Afrique, de toutes les façons j'y ai vécu, je vais tout comprendre, les portes me seront ouvertes. Oui, mais du moment que vous êtes parti, 1 heure après, les choses ne sont pas restées statiques. Elles changent, elles évoluent, elles avancent avec et malgré vous sans vous. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de s'humilier et d'accepter de se rabaisser et de comprendre que je ne suis peut-être plus totalement d'ici, mais je peux apporter ma contribution avec mon expérience de là-haut, mais pas en regardant les autres de haut. Ouais. C'était un peu ça l'idée. Ouais. Dernière question. J'ai oublié de vous la poser, c'est ce nombre 33. Est-ce que dans votre roman, comme on est dans ce monde onirique, dans ce monde réel, est-ce qu'il y a aussi ce monde de la spiritualité? Parce que 33, c'est l'âge du Christ. C'est l'âge du Christ, mais 30 ans, c'est également, c'est également l'âge, pour moi, de la maturité. On a plus 20 ans. On commence à comprendre, comme qui dirait, les choses de la vie. On n'a plus 15 ans, comme le petit Emeritus, qui pense comprendre tout, mais là, on les comprend vraiment. Et c'est pourquoi, justement, Bitomo essaye de s'assagir. On voit au début, il est en transe, on ne sait pas où il est, mais il est dans une histoire sans tête ni queue pendant 3 jours. Il engueule tout un marché, mais à 33 ans, il est temps de s'arrêter peut-être et de faire un état de lieu. OK, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Et peut-être se donner un autre plan d'action pour les 33 autres années ou les 30 autres années. Donc c'était un peu cette logique de dire 3 décennies, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, c'est l'âge de maturité. Évidemment, j'ai pensé à la dimension christique, si je peux m'exprimer ainsi. Et oui, on va le dire comme ça, parce que justement, comme vous avez dit, il y a cette rencontre entre monde onirique et monde réel. Mais le monde onirique m'a permis de dire des choses que je n'aurais pas pu dire dans le monde réel, parce que c'est violent. D'abord, mais aussi parce que ça me permettait de déconstruire et de renverser les paradigmes. Parce que dans tout ce qui est onirique, il y a une forte hyperbolisation, une forte exagération, mais cette exagération, justement, permet de poser le doigt
c'est ce qui ne va pas. Alors que si je n'avais que dit des choses de manière plate, ces choses n'auraient pas eu toute leur force. Il fallait que ce soit fort. Et ça permet aussi d'ajouter le côté sarcastique et aussi le côté humour. Parce que ma question fondamentale était comment dire ces choses sans Sans être dans le sérieux, dans voilà, le drame. exactement. Oui. Mais également, comment le dire sans dédramatiser ce réel-là, qui est quand même une réalité, parce que on parle du problème anglophone, il y a des morts d'hommes, ce sont des hommes, ce sont des humains qui meurent. Ce ne sont pas des idées, ce n'est pas un système, c'est du sang qui coule. Mais comment le dire sans tomber dans une sorte de pessimisme, mais sans tomber non plus dans une sorte de rigolade, parce que c'est pas drôle. Comment le dire? Et c'est un peu ça, ce dilemme. Et puis c'est pourquoi je pense que vous vous êtes dit, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est honneur? Il fallait les mettre ensemble. Et voilà. Merci beaucoup, Charles Guébogo, pour cette première partie d'émission. Je vous propose d'aller plutôt maintenant vers Carte sur table. Alors, vous êtes, plusieurs casquettes, sociologue, professeur de littérature comparée, critique littéraire. Alors, quand je dis professeur de littérature comparée, c'était dans le Wisconsin. Alors, je vais juste reprendre un peu. Je suis sociologue de formation. J'ai aussi eu une formation en littérature comparée. Et puis, j'étais dans le système américain. Quand vous êtes doctorant dans le système doctoral, vous enseignez. Donc, j'ai enseigné la littérature, j'ai enseigné le français, j'ai enseigné l'écriture académique. Mais je ne suis pas officiellement professeur d'université. En fait, j'ai choisi de ne pas l'être parce que je voulais faire autre chose. Et je fais aussi de la critique littéraire. Et maintenant, j'écris parce que je voulais justement me concentrer sur l'écriture. Et je vis dans le Wisconsin. Oui. Alors, vous vivez dans le Wisconsin. Alors, votre moyen d'expression, oui. Est-ce que c'est le français ou l'anglais? C'est l'anglais principalement. Et le français aussi de temps en temps, bon, parce qu'avec aujourd'hui les médias sociaux, WhatsApp, les amis qu'on a laissés à Paris en France, on échange en français, mais c'est à prédominance anglophone, on va dire. Et parfois c'est compliqué parce que je fais beaucoup d'anglicisme. Parfois je dis des choses qui donnent l'impression d'être français, mais c'est des traductions littérales. Mais ne vous en faites pas, dans le livre. Oui, il n'y a pas de souci, même c'est agréable parce qu'on entend votre accent. Voilà, donc c'est très agréable, ne vous inquiétez pas. On vous pardonne, on fait toutes des erreurs de toute façon. Oui. Et justement, vous êtes plutôt essayiste. Et là, c'est votre premier roman. Quelle a été la difficulté parce qu'un essai, il y a des recherches, des documents. Et là, il a fallu, pour écrire un roman, de construire une trame, enfin une histoire, les personnages. Je vais vous surprendre. Je l'ai fait par défi. Je l'ai fait parce que j'étais fatigué. Des amis, je parlais tantôt sur les médias sociaux, on correspond. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Mais Charles, tu écris bien, il faut que tu écrives un roman. » Et je leur disais « Mais non, c'est pas parce que je fais de la critique que je peux écrire. De toutes les façons, je sais pas écrire. » Ils me disent « Mais non, arrête de dire « C'est pas vrai, tu peux écrire. » Et en fait, je me suis dit « Je vais écrire juste pour les énerver, pour leur montrer que je sais pas écrire. » Et c'est comme ça que j'en suis venu à écrire. Maintenant, ça c'est le côté glamour. Maintenant, oui, il a fallu que je m'asseye, il a fallu que je construise le synopsis, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça n'a pas été beaucoup difficile pour moi, peut-être parce que j'ai beaucoup lu. Je lis beaucoup, que ce soit les essais ou bien les romans, parce que évidemment, pour être critique littéraire, il faut lire les romans, il faut lire aussi la théorie. C'est vrai que je lis plus la théorie qu'autre chose, mais je lis aussi les romans. Et ensuite, je me suis laissé aller. Au départ, vous allez être surpris, je voulais parler d'une histoire de déception amicale, même pas amoureuse, c'est-à-dire un ami qui a déçu un autre ami, et puis voilà. Et je me suis retrouvé en train de parler de politique. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas dû au fait que, ayant travaillé pendant plus de 10 ans sur des questions de sexualité en Afrique, ayant produit, voilà, vous avez cité quelques exemples, toute cette littérature, est-ce que je ne voulais pas, en quelque sorte, présenter une autre carte d'identité de ma personne que beaucoup ne connaissent pas? On me connaît comme spécialiste ou expert, j'aime pas le terme, mais bon, des sexualités en Afrique. Mais au départ, j'ai une formation de sociologue politique. Et c'est pourquoi le livre, il a une dimension politique très forte, ou politisante, si vous préférez, très forte. Et c'est sorti naturellement. Parfois, je me demandais, mais d'où ça me vient? C'est-à-dire, j'écrivais
Et je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Quand je parle de Bitomo qui n'a connu qu'un président, bon, c'est pas moi Bitomo, mais je n'ai connu qu'un seul président. Évidemment, il y a un peu de moi parce que c'est le premier ouvrage. Je n'ai connu qu'un seul président. Et les faits, il y a beaucoup de faits que je décris qui sont des faits réels, que j'ai vécu quand j'étais au collège, que j'ai vécu quand j'étais à l'université, parce que j'ai commencé une partie de mon université au Cameroun, et j'ai été très surpris que ça revienne. Tout simplement. Et mon principe d'écriture, c'est j'écris tout, je mets tout sur pied, je ne me pose pas de limites et après je relis tranquillement, doucement. Et voilà, c'est tout bêtement. Et vous êtes donné un moment, tu as dit, bon, là, je censure, ou alors vous êtes vraiment laissé aller, je m'octroie tous les droits. Je me suis octroyé tous les droits, après j'ai censuré. J'ai beaucoup censuré parce qu'à la fin de la journée, il faut qu'il y ait des lecteurs et il faut se poser la question, pour qui est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris pour le Camerouno-Camerounais ou est-ce que j'écris pour tout francophone? Et or, moi, je veux toucher un public francophone d'abord. Et c'est pourquoi quand vous avez posé la question sur le pays imaginaire, ici c'est où? Ici c'est le Congo, c'est le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. C'est partout où on parle français et qu'on peut se réapproprier les cultures. Et c'est pourquoi, par exemple, je parle d'un instrument, la kora mvette. Oui. La kora, on la connaît, mais au Cameroun, ce même instrument est appelé mvette. Je les mets ensemble comme une forme de trait d'union pour dire que ce n'est pas camerouno-camerounais, mais c'est francophone d'abord et bantouisé, Oui. comme je disais tantôt. Et c'est de ça qu'il était question. Et c'est ça qui a été le plus difficile. Et il a fallu, justement, vous allez voir justement, dans mon écriture que je dis des manières de faire. J'utilise des particularismes de langage que j'interprète directement et je joue ce jeu dans ma littéralité, c'est-à-dire je vais mettre un trait d'union, je vais dire ce que ça signifie et je vais directement passer pour ne pas casser le rythme et du coup on ne le sent pas, on peut quand même me lire de bout en bout parce que j'ai quand même un peu de mal avec les notes de lecture, les notes de bas de page parce que bon, c'est pas un essai, voilà, c'est pas un essai, il faut pas oublier que c'est un roman, il faut prendre du plaisir. Si on va le lire en été, voilà quoi, c'est pas un cours de littérature, voilà, on a le temps de le faire pendant l'année. Donc, il fallait que les gens prennent du plaisir et j'ai pris du plaisir. J'ai ri. Quand ça me faisait pas rire, je laissais tomber. J'ai beaucoup ri. Très bien. Merci beaucoup, Charles Guébogo. Tout de suite, la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Alors, pour votre coup de cœur, qui avez-vous choisi comme auteur? Alors, comme auteur, j'ai choisi Sylvie Kandé. Son dernier ouvrage Gestuaire, qui est un recueil de poèmes publié chez Gallimard. Alors, pourquoi Sylvie Kandé? C'est un coup de cœur. C'est une dame géniale, une dame de grand cœur, d'une intelligence, d'une finesse, et qui a un style remarquable. Elle est poétesse. Et dans le livre, je parle de la poétesse. En fait, c'est d'elle dont je parle. C'est un hommage. Et elle a marqué ma vie. Et de la lire, elle est une sorte d'héritière de Glissant, que j'aime beaucoup, qui parle du tout monde. Voilà. Elle apporte cette question du métissage parce qu'elle est franco-sénégalaise. Et s'est toujours posé la question de savoir qui elle est. Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est sénégalaise? Acceptée ici, rejetée là-bas. Toute la question une fois de plus. Et quelque part, je sens aussi ce métissage puisque vivant maintenant aux États-Unis, francophone, parlant anglais, originaire du Cameroun, quelle est ma place, qui suis-je? Je suis peut-être aussi cet Alompo qui repart et qui ne sait plus finalement où se mettre, qui a besoin de cette humilité, de comprendre que je suis peut-être différent. Il faut que je l'accepte, mais maintenant j'apporte ma contribution sans regarder les autres de haut. Le fait de vivre aux États-Unis ne me donne pas l'autorité de médire, de mépriser. J'apporte autant que apporterait une Aïda qui, elle, a choisi de rester sur place et qui réussit sa carrière, tout autant que Alompo qui est aux États-Unis, qui est aussi un brillant avocat. Et c'est pourquoi je disais tantôt, les deux sont avocats et ils sont brillants. Et ça peut marcher. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Gestuaire. Et pourquoi Gestuaire, ce qui est son dernier recueil de poèmes, parce que elle réussit à mettre en oralité nos gestes du quotidien.
c'est magique à la limite, c'est beau, la langue, la fluidité, le rythme, ça danse, et j'aime la valse des mots, mais ce n'est pas léger pour autant, ça papillonne, mais c'est sérieux, il y a du fondement à la fois théorique, j'aime beaucoup la théorie, mais également sur le plan linguistique, on apprend, elle joue sur les néologismes, elle joue sur le style, elle joue sur la grammaticalité, elle refait son monde, et elle nous donne l'occasion de pouvoir s'arrimer à elle parce que elle a ce côté cosmopolite où que chacun peut venir s'accrocher, brancher sa prise et prendre de l'énergie. Et c'est juste beau. Et c'est de ça qu'il est également question dans les cacophonies. Il y a cette ressemblance-là. C'est pourquoi je dis ici, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est chacun qui prend un peu et qui en fait quelque chose de beau pour une harmonie en fin de compte. C'est pourquoi je peux la lire, c'est pourquoi je peux lire Glissant et c'est pourquoi vous pouvez lire Cacophonie des voix d'ici. Merci beaucoup, Charles Kibogo. Merci. Alors là, c'est une belle synthèse de toute l'émission, parfait. Merci beaucoup. Merci. Mais je rappelle comme aux téléspectateurs, voilà, Cacophonie des voix d'ici, aux éditions Le Lys Bleu. Merci beaucoup, Charles Merci Kibogo. beaucoup. Et puis quant à vous, mes chers complices, mes chers amis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci beaucoup de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.